Ce mois d'août semble devoir être consacré à la psychologie féminine, mais plus spécialement à celle qui se manifeste dans le cadre même des réunions astrologiques et des sites astrologiques. C'est assez logique, quelque part. Donc, les phénomènes que je peux décrire dans ces milieux, qui sont constitués autour de femmes astrologues, on pense à Laurence Larzul, on pourrait aussi probablement penser, toujours dans le domaine karmique d'ailleurs, à Irène Andrieux, qui sont toutes les deux entourées de toute une population de disciples, souvent féminins d'ailleurs. Donc c'est intéressant, je crois que ça vaut vraiment la peine de l'étudier, ce phénomène. Comment, euh, même si ce n'est qu'un emblématique de phénomènes qu'on pourrait étudier dans d'autres milieux, mais comment se comportent les femmes au sein d'un groupe entre elles. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le comportement des femmes entre elles et en tant que groupe. Une femme isolée, au fond, elle peut très bien ne pas se révéler sous sa vraie nature, en quelque sorte. Mais en revanche, quand on la met avec d'autres femmes, là, le naturel revient au galop, je peux dire. Alors, je voudrais citer quelques passages de courriels que j'ai reçus de Laurence Larzul elle-même, qui est une astrologue qui est née en 1962 et qui effectivement fait partie de ces femmes astrologues assez remarquables, comme Elisabeth Tessier, comme Catherine Aubier, comme Joëlle de Gravelaine, comme Solange de Malinel, et j'en passe. Alors, je commencerai par une réponse à mes observations sur le zodiaque, en montrant que le symbolisme zodiacal était quelque chose de très très mal maîtrisé par les astrologues en tant que symbolisme, c'est-à-dire que c'est quand on y plaque les quatre éléments, les planètes, les quadruplicités, etc., ça n'est plus, ce n'est plus le symbolisme proprement dit. Mais le symbolisme lui-même, euh, c'est ce que j'appelle de la. C'est emprunté à l'astronomie en réalité, et ça n'a jamais été pris au sérieux par l'astrologie, hein, sauf récemment, ou sauf dans des formes très populaires et très profanes d'astrologie, comme on peut en trouver dans les almanachs, et encore. Alors, Madame Larzul m'écrit le, le 2 août, c'est-à-dire hier, vous, vous, prétendez, vous prétendez astrologue pour décréter que le zodiaque est obsolète, sans même écouter ni lire vos confrères qui en fait qui en font un bon usage et savent le faire parler. Cette expression, savoir faire parler le zodiaque, me paraît tout à fait typique d'un certain état d'esprit féminin. Effectivement, euh, l'astrologue est quelqu'un qui sait faire parler le thème astral. Il y a même quelque part que c'est un peu un ventriloque, sauf qu'il substitue au thème astral son propre discours à lui, à elle. D'autant plus que nous faisons le thème astral, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, avec des tas de facteurs. J'ai écouté l'autre jour Christine Haas, encore une astrologue, sur une chaîne, je crois que c'est RMC ou RTL, répondant aux questions, enfin, donnant des consultations par internet, par téléphone. Et quand on voyait le nombre de facteurs qu'elle utilisait, qui étaient dans le thème astral, on s'apercevait que le portrait tout le monde pouvait s'y retrouver. Alors, une expression qui m'est venue et qui était un petit peu polémique, mais qui aussi renvoie à une réalité zoologique, n'est-ce pas? C'est la question des charognards. Les charognards, ce sont, et l'humanité d'ailleurs a été à une époque de ce type-là.
avant d'élever elle-même des animaux, elle se contentait de récupérer les carcasses laissées par les fauves. Et on sait aujourd'hui que le vautour est charognard, c'est-à-dire qu'il est attiré par la mort, par la décomposition, même par le pourrissement, d'autant plus que c'est l'odeur elle-même qui l'attire. J'ai aussi parlé de manière plus diplomatique de recyclage. C'est-à-dire, on prend des produits qui souvent ont été jetés et on les recycle, on en fait du neuf. Je pense que les femmes, pour des raisons historiques, sociologiques, ont une démarche qui s'apparente à cette façon de vivre des charognards. C'est-à-dire, même dans la cuisine elle-même, au fond, c'est souvent un recyclage ou une façon de donner une chance à des produits qui n'ont pas grande valeur, de la pâte, de la farine, des céréales. La farine, c'est vraiment le nec plus ultra de la cuisine féminine. Ça ne coûte pas grand-chose. Il faut apprendre à faire des petites boulettes avec, on va faire des tas de gâteaux avec, et puis on met par-dessus un petit peu de quelques abricots, etc. L'autre jour, je mangeais une pizza, c'était terrible, horriblement pâteux. Et ça en pâte d'ailleurs. Donc, c'est vraiment le bas de gamme. C'est des produits qu'on peut conserver indéfiniment dans des silos, des sacs de farine, etc. Ou même des pâtes qu'on peut conserver. Bon. Et donc finalement, ça a très peu de valeur. Et être capable de donner de la valeur à ce qui n'en a pas, c'est un défi qui est très excitant pour les femmes, je dirais. Presque aussi excitant que de voler, par exemple. C'est-à-dire de transmuter le plomb de la pâte en l'or du pain, en l'or de la pizza, en l'or du couscous, etc., etc. C'est-à-dire le sentiment que avec quasiment rien, avec des petits riens, c'est vrai aussi pour les couturières quelque part, on peut faire quelque chose qui ait de la gueule, n'est-ce pas? Ça c'est un premier point. Et puis j'ai reçu un autre texte, alors elle s'en prend aussi à Suzette Fuseau-Brèche, toujours le même jour, ou la veille. Madame Fuseau-Brèche, biologiste et pas plus astrologue que ces gens-là, et qui d'ailleurs ne comprenait rien à Jung, c'est-à-dire son niveau. Les astrologues intellectuellement complexés se sont jetés comme la misère sur le monde du seul fait qu'elle travaillait au CNRS. De tels astrologues sont sans intelligence ni esprit, ne sont pas à mes yeux de vrais astrologues, et sont bien incapables de défendre une connaissance dont ils ne saisissent pas l'esprit, etc. Et donc par là, l'âme. Et oui, j'ai bien connu aussi Madame Fuseau-Brèche, qui m'a fait l'honneur en 92 d'ailleurs de commenter assez largement un ouvrage qu'elle avait publié en 86, c'est-à-dire l'histoire de l'astrologie, n'est-ce pas? Elle en parle dans l'astrologie La Preuve par deux, paru aux éditions Albin Michel, je crois. C'était tout à fait intéressant. Enfin, bon, c'était bien. Et là, elle exposait justement ma nouvelle théorie sur les rapports entre les astres et les hommes, qui n'était ni néoplatonicienne ni aristotélicienne, et qui partait du principe que c'était les êtres, c'était les sociétés qui avaient elles-mêmes déterminé en quelque sorte leur rapport aux astres et les configurations astrales qu'elles avaient l'intention d'utiliser comme code. Et ce n'étaient pas des codes qui étaient déjà élaborés, comme croit Nicolas, dans le cosmos,
mais qui était purement et simplement déterminé par les besoins et les connaissances des sociétés antiques de l'époque. Bon, passons. Alors, oui, donc il y a des espèces de ghettoisation de l'astrologie, n'est-ce pas il ne faut pas, bon voilà, Madame Fusoprêche, CNRS, biologie, etc., qui effectivement a publié, entre autres, à une époque, le que sais-je sur l'astrologie, avant d'être remplacé par des astronomes, en 2005, entre 89 et 2005, c'était son que sais-je, qui remplaçait celui de l'astronome Paul Couder. Moi, j'ai bien connu, elle a d'ailleurs publié, paru, elle a d'ailleurs participé à plusieurs de nos colloques, notamment celui de 89 en décembre, qu'on peut trouver repris sur notre télévision, Téléconfidence. Elle avait une façon, elle, de concevoir les statistiques qui n'était pas celle de Michel Gauquelin, mais elle essayait de montrer que les astrologues, quand ils travaillaient, ils faisaient un travail qui était aussi valable que celui des psychologues. Elle n'entrait pas dans les arcanes des techniques astrologiques, elle regardait simplement la traduction que les astrologues donnaient. Elle travaillait sur les traductions. C'est d'ailleurs intéressant, et ça aussi c'est très féminin. Donc Madame Fusoprêche, dans son genre, elle avait une approche très féminine de l'astrologie, de la recherche astrologique. Elle disait, voilà, on va regarder ce que les astrologues disent du thème astral, de tel astrologue, de telle personne. Donc elle travaillait sur les traductions, et non pas sur le processus des techniques qui pouvaient être utilisées ou pas. Ça, c'était pas son problème. C'était ce que l'astrologue arrivait à dire in fine. Alors, un autre passage qui va vous intéresser. Elle s'en prend, Laurence Larzul, à Jean-Pierre Nicolas et à André Barbeau. Elle voit chez les élèves de Nicolas, qu'elle continue à écrire avec un S alors qu'il n'y a pas d'S, de graves inversions symboliques entre Saturne et Uranus. Alors André Barbeau, qui pour avoir été contemporain d'un Jung ou d'un André Breton, ne s'est jamais ouvert à leurs vues éclairées, ces deux compères, Barbeau et Nicolas, ne doivent leur notoriété qu'à Astroflash, une des premières informatisations de l'astrologie. Il me semble que c'est à cause d'eux que Breton dénonçait le fait qu'à la place de cette grande dame trône une prostituée racolant sur les Champs-Élysées. Sauf que quand André Breton a écrit cela, c'était 10 ans ou même plus avant Astroflash. Pour être capable de lire ces deux compères, donc Nicolas et Barbeau, ont donné un mauvais exemple qui a malheureusement été suivi par le même appât du gain. Donc finalement, à partir du moment où Nicolas et Barbeau, dans les années 68-70, ont contribué, ce qu'on peut discuter évidemment, ont pu contribuer au développement d'Astroflash, eh bien ça disqualifie complètement le discours qu'ils peuvent avoir. Donc par exemple le fait que j'apprécie leur œuvre de pionnier en astrologie, mais du moment qu'ils ont fait Astroflash, eh bien on n'a pas besoin de les écouter, de savoir ce qu'ils veulent dire. Donc cette façon de disqualifier les gens parce qu'ils ont dit quelque chose, ils ont fait quelque chose qui n'était pas valable, c'est une approche que j'aimerais appeler de fractale. C'est-à-dire, du moment que X a fait ceci, c'est pas la peine d'écouter ce qu'il dit. Ce qu'il ne peut pas avoir d'intérêt puisqu'il a fait ça, il a osé, il s'est laissé entraîner à écrire des textes pour les besoins de l'informatisation de l'astrologie. Comme si d'ailleurs, entre parenthèses, l'informatisation de l'astrologie était quelque chose d'épouvantable. Bon, ce qui est encore discutable. Hein. Madame Fusoprêche, par exemple, effectivement, apprécié beaucoup les travaux d'Astroflash, et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle a commencé à croire à l'astrologie, parce qu'elle avait l'illusion de penser qu'ainsi l'astrologue ne pouvait pas
trafiquer l'interprétation, puisque il n'y avait pas d'astrologue, c'était directement le thème astral qui était interprété par le système, ce qui est très naïf, puisqu'en fin de compte, même le système lui-même comporte des textes, et ces textes, ils sont ce qu'ils sont, et ils sont l'œuvre de ces astrologues qui leur font dire ce qu'ils veulent bien leur faire dire. Je ne parle pas des textes de synthèse, je parle tout simplement d'interprétation de telle position peut être dans tel ou tel signe. Tout dépend aussi comment on en parle. Donc finalement, voilà ce que je voulais dire. Alors, pour terminer cette petite causerie, je ne reproche absolument rien à personne. Les gens sont comme ils sont. Je n'ai pas attendu Madame Larzul pour dire ce que je pensais des femmes et des comportements féminins. Donc ce n'est pas du tout la question. Je pense que, tout simplement, il ne faut pas mélanger les genres. C'est-à-dire que les femmes ont un mode de fonctionnement qui leur est propre, un mode de vie sociale et de communication qui leur est propre, et les hommes en ont un autre. Et quand on essaye de passer d'un groupe à un autre, ça ne marche pas. Dans les deux sens d'ailleurs. Les arguments que je peux développer, moi, en tant qu'homme, sur l'astrologie, n'intéressent pas le groupe des femmes. Et inversement, la façon dont les femmes astrologues croient pouvoir régler le problème de l'astrologie et sauver l'astrologie, ça n'apparaît pas crédible pour les hommes. Bon, voilà. Donc finalement, voilà, c'est tout. C'est une leçon qu'il faut tirer de cela. Et j'ai toujours dit qu'il fallait faire très attention de ne pas tout mélanger, d'éviter toute promiscuité et de ne pas jeter des perles au pourceau, comme dit l'Évangile. Alors effectivement, j'ai dit notamment que la façon dont on disait les choses, le contexte dans lequel les choses étaient dites, était beaucoup plus important pour les femmes que le contenu. Je crois que c'est évident. Si quelqu'un dit les choses poliment et gentiment, forcément ce qu'il dit est intéressant et valable, et s'il le dit d'une façon agressive ou polémique, c'est forcément pas valable. Donc c'est un peu l'aveu de gens qui n'acceptent pas à l'essentiel du discours, et qui, c'est comme quelqu'un qui ne comprendrait pas le français, et qui essaierait de déterminer ce que je suis en train de dire par le ton de ma voix. En disant, ah oui, il a une voix ceci, une voix cela, ou même il a des gestes qui sont comme ceci, cela. Donc forcément, ce qu'il a à dire est du même ordre, etc. Donc finalement, les femmes sont des personnes, comme je l'ai dit, qui sont un peu en dehors du système. Et les charognards sont des gens qui sont un petit peu en dehors du système, qui le perçoivent à travers ces rebuts, ces déchets, ces poubelles. Ce sont des charognards. Alors, le zodiaque, ben oui, on le fait parler. La mythologie, oui, c'est très intéressant. Alors qu'en réalité, que ce soit pour les astrologues ou pour les astronomes, le nom des planètes, le nom des signes zodiacaux, leur symbolisme, n'a qu'une importance très 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 relative par rapport aux recherches astrologiques. Barbault n'a jamais parlé dans sa astronomie mondiale de la mythologie planétaire. Il ne s'est jamais intéressé dans sa théorie des cycles aux positions zodiacales. Et Nicolas, lui, alors il a complètement reformulé tout le discours sur les planètes et sur les signes sans recourir au symbolisme. Parce que ce symbolisme fait partie de ce qu'on appelle le métalangage. C'est-à-dire, on se sert de quelques dieux mythologiques et pas tous pour nommer les planètes. Mais on prend ni Neptune ni Pluton. Je ne parle pas de la période moderne. On se sert du symbolisme des mois de l'année pour découper le parcours des planètes. Et ça, c'est un matériau qui n'a aucune incidence scientifique ni au regard de l'astronomie, ni au regard de l'astrologie. Quand les astronomes parlent des zodiacs, c'est vraiment pour situer les planètes. Et quand ils les appellent comme ceci, ils les appellent comme ceci, c'est tout, ça ne va pas plus loin. Et quand les astrologues parlent du zodiaque, eh bien c'est pareil. C'est simplement parce que on a attribué aux signes zodiacaux des éléments, des planètes, et c'est ça qui est important. Quand un astrologue vous parle du bélier, il vous parle de Mars, il vous parle du feu, il vous parle des signes cardinaux. Il n'a rien à foutre de la symbolique du bélier. Alors il y a eu des déviances là-dessus, il y a eu des dérives
notamment il y a une trentaine d'années, avec toute une vogue des bouquins sur le zodiaque par Michel Curcio, par les éditions de Chou ou Sand, ou par Solar. Bon, effectivement. Mais en fin de compte, on est obligé de faire un petit chapitre sur la symbolique du signe. Moi, j'ai fait, dans le grand livre du Sagittaire, j'ai parlé un peu de la symbolique du signe. Mais en réalité, on le relie toujours quelque part à la planète maîtresse, etc. Ce qui a d'ailleurs abouti à des choses absolument aberrantes. J'en ai parlé dans une autre vidéo, comme quoi, par exemple, les Gémeaux, le signe des Gémeaux, qui est un signe visiblement vénusien, va être perçu par l'astrologue comme mercurien, parce que dans le système de la tétrabible des demi-signes des planètes, Mercure est attribué aux Gémeaux. Et ça fait faire des gesticulations absolument pathétiques. Chez Barbeau, par exemple, dans dans son bouquin de 57 sur le signe des Gémeaux. Bon, donc il y a malheureusement une promiscuité au sein même du savoir astrologique. On cherche à tout prix, avec beaucoup de bonne volonté, à tout corréler, à tout harmoniser, à tout faire concorder, les signes zodiacaux, les domiciles, les éléments, etc. Et en fait, ça ne marche pas. Bon, alors les gens vont me dire, ah oui, mais ça ne marche pas sur le plan théorique, mais en revanche, l'astrologue, lui, il est tout à fait capable d'en tirer quelque chose. Oui, c'est toujours le même raisonnement. C'est rejeté, mais il y a d'autres personnes qui vont pouvoir récupérer tout ça, un petit peu comme des brocanteurs, comme des chiffonniers, et qui vont vous faire quelque chose de bien avec ça. Voilà. Donc ce sont des mentalités de chiffonniers, de recycleurs, qui vont fouiller les poubelles de l'astronomie et de l'astrologie, des choses qui ont été négligées. C'est comme par exemple des gens qui vont habiter dans des lieux montagneux ou des lieux très mal ou près de décharges parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement ailleurs qui soit dans leur prix. C'est la même chose. C'est un mécanisme de survie, n'est-ce pas? Et effectivement, les femmes dans leur histoire ont souvent été un petit peu mises à l'écart. Et quelque part, l'astrologie est en phase avec cette mise à l'écart. Donc finalement, elles sont habituées à être mises à l'écart. Donc c'est pas elles qui vont permettre à l'astrologie de sortir de ce ghetto, puisque elles-mêmes, elles sont tout à fait formées, formatées pour vivre dans ce genre de ghetto, de ce genre de décharge, de ce genre de poubelle. Donc il ne faut pas compter sur elles pour changer les choses, etc. Elles sont parfaitement adaptées à cela. C'est que, vous savez, ça fait penser à ces insectes ou ces reptiles qui seraient capables de survivre après un cataclysme atomique. Oui, bien sûr. Elles ont une capacité de survie et de résistance remarquable parce que justement, elles vivent de très peu de choses. Elles se nourrissent de très peu de choses et de choses de très médiocre qualité. Voilà. Donc finalement, tout ça est parfaitement logique. Voyez-vous, je, je ne vois là qu'une illustration de mes théories à ce sujet. À savoir que, bon voilà, pour reprendre la formule que j'adore de Madame Larzul, ben oui, il y a des astrologues qui arrivent à faire parler tout ça. Alors voilà, de même qu'il y a des cuisiniers qui arrivent à faire manger des choses qui sont presque immangeables, et voilà, parce qu'ils rajoutent quelque chose, parce qu'ils rajoutent un petit peu de ceci, un petit peu de cela, alors qu'on sait très bien que le haut de gamme, c'est au contraire les restaurateurs qui vont chercher les produits les meilleurs, les plus rares, de la meilleure qualité, et qui ne vont pas essayer de prendre des produits médiocres pour essayer de les remonter, pour essayer de les sauver, pour essayer de les rattraper, de les récupérer. Voyez-vous, il y a les gens qui vont vers le haut pour redescendre, les gens qui partent de très bas et essayent de rehausser un petit peu tout ça. Voilà. Alors, est-ce que nous avons besoin d'astrologie, de gens qui sont là pour rehausser les choses les plus contestables de l'astrologie, les plus discutables de l'astrologie, et pour montrer que finalement ça marche très bien et que les clients sont très contents? Et c'est vrai que aussi sur le plan alimentaire, les gens peuvent adorer manger des pizzas. Hein, il y a un rapport qualité. Voilà, et c'est pas le problème. On sait très bien que les gens peuvent manger n'importe quoi du moment que c'est agrémenté. Alors on met de la pâte, on met un petit peu de chorizo, un petit peu de ceci, et puis voilà, le tour est joué. Ou on met un petit peu de fraises, et puis voilà. Et pour les yaourts, c'est pareil, pour les laitages, c'est pareil. On rajoute un petit peu de quelque chose. Voilà. On a donc deux sociétés, n'est-ce pas? La société des bas-fonds sociaux
bas-fond culturel qui essaie de survivre, c'est une économie de la survie, et puis la société de l'élite qui, effectivement, veut manger de la viande rouge, veut manger des fruits frais, et puis veut vivre dans un monde relativement aéré, où il n'y a pas de pollution, où il n'y a pas de poubelles à proximité, et puis d'autres qui vivent près des décharges publiques parce qu'elles n'ont pas trouvé d'autres endroits pour se loger, sur le plan symbolique. La question est de savoir si effectivement, voilà, si on comprend à quel point les femmes et les hommes n'ont pas du tout les mêmes motivations, est-ce que vraiment il y a donc deux stratégies complètement différentes pour penser l'avenir de l'astrologie. Et voilà, chacun examinera mes propos en son âme et conscience.